Flow, l'actu de demain. Bonjour Laurent, Bonjour Guillaume, bienvenue dans Flow. merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors chez Flow, comme je te l'expliquais, on va à la recherche d'experts, d'entrepreneurs qui remettent un petit peu en question le monde d'aujourd'hui, qui font un constat, qui prennent une initiative et dont l'objectif est de proposer quelque chose de nouveau pour réinventer demain. Donc Team for the Planet, bien évidemment, était sur ma liste en top priorité. Donc je suis très content de te rencontrer aujourd'hui et de prendre un peu de temps pour évoquer un petit peu ton parcours et l'aventure Team for the Planet. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, donc Laurent, je suis un des 6 cofondateurs de Team for the Planet. Je suis savoyard et je vis à Lyon, papa de 2 enfants. Félicitations. Merci. Et donc effectivement, avec quelques autres compères, 5 autres compères, on a décidé de se lancer dans cette aventure un peu folle et utopique qui est Team for the Planet. Alors qu'est-ce que Team for the Planet, si tu devais le résumer en quelques mots ? Alors, Team for the Planet, on est un mouvement de citoyens, d'entreprises, d'associations, de toute organisation qui souhaite finalement nous rejoindre, particuliers ou professionnels, qui a vraiment pour vocation d'aller tabasser les gaz à effet de serre au niveau mondial. En fait, le constat de départ, c'est tout simplement de se dire qu'une fois qu'on a fait nos actions, chacun finalement dans notre coin, qu'on soit un individu ou une entreprise, comment je fais pour aller au-delà, pour répondre finalement à cette problématique qui est mondiale. Et donc, on a voulu créer finalement un outil qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin et de répondre de manière plus systémique à cette problématique du dérèglement climatique. Un objectif ambitieux, oui. Objectif effectivement ambitieux. Et donc le constat en fait qu'on fait, nous, au moment où justement on prend conscience de l'ampleur en fait de ce sujet du dérèglement climatique, parce qu'au départ on n'est pas du tout dans ce monde-là, nous, au niveau des cofondateurs, on est tous issus du monde entrepreneurial. On s'aperçoit finalement qu'un des gros sujets que notamment le GIEC évoque, c'est de se dire ok, il y a des solutions, des innovations qui nous permettraient de diminuer notre impact carbone dans notre consommation de biens et de services de tous les jours. Par contre, elles ne sont pas mises en œuvre. Et elles ne sont pas mises en œuvre pour une principale problématique qui est qu'un innovateur, un chercheur finalement, c'est pas un entrepreneur. Et donc ça, c'est effectivement ce qui fait que ça va être plus compliqué pour lui d'aller chercher des fonds, d'aller constituer une équipe, d'aller structurer un discours commercial, se développer et puis de pouvoir justement passer d'une innovation qui est en labo à un service ou produit qui va être intégré dans une chaîne de valeur. Oui, il a besoin d'être concentré à 100% sur sa réflexion, son innovation. Il ne peut pas en même temps développer une entreprise et avoir une stratégie commerciale d'expansion internationale. C'est sûr que c'est compliqué de faire les deux. Exactement. Et puis ils sont pas du tout le même mindset en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'en fait il y a une approche au risque qui est tout à fait différente entre un scientifique qui a l'habitude de sécuriser le risque versus un entrepreneur qui a plus effectivement une capacité, j'allais dire, dans sa manière d'approcher les choses, de test and learn. Donc ça vraiment en fait on se dit il faut qu'on fasse des binômes entre effectivement des innovateurs, innovatrices et entrepreneurs pour pouvoir justement mettre en œuvre ces innovations-là. Okay. Et au-delà de ça, bien sûr, pour avoir cette capacité-là, une fois qu'on a une innovation, qu'on a un entrepreneur qui est en capacité de déployer ces innovations, il faut aussi des fonds, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que Team for the Planet a pour vocation finalement de collecter des fonds pour financer ces innovations qui vont tabasser les gaz à effet de serre avec un objectif qui soit systématiquement assez élevé, j'allais dire, dans le sens où on veut vraiment qu'il y ait un impact au niveau mondial. Donc en fait, notre enjeu, c'est que quand une innovation se déploie, elle est en capacité de pouvoir aller tabasser 0,1% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ouais. Donc l'innovation que vous allez sélectionner se doit d'être potentiellement déployable partout dans le monde, quoi. Ça ne peut pas régler un problème local, national ou même régional. Il faut que ça puisse régler le problème au niveau global, quoi. Exactement. Okay. Et pour ça, notamment, il y a un hack qu'on met en place chez Team for the Planet qui est le fait de mettre en open source, donc via des licences libres,
chaque innovation, ce qui permet en fait à n'importe quel acteur économique, n'importe quelle entreprise partout dans le monde de pouvoir justement utiliser une innovation, la développer, la commercialiser pour que cette innovation-là, elle ait le plus d'impact le plus rapidement possible partout dans le monde. C'est assez culotté, hein, c'est assez audacieux parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu contre-intuitif pour, dans le cadre d'un business plan, un business model, de mettre l'innovation en open source, mais en même temps, et c'est votre credo, si l'innovation fonctionne, elle aura la primeur sur le marché, elle aura la possibilité de se déployer, de se développer et donc de vivre de son innovation. Et si elle est vraiment performante au niveau mondial sur le fait de tabasser les gaz à effet de serre, le plus on sera dans l'aventure, le mieux ce sera. Et le plus vite on arrivera à l'objectif. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des personnes qui nous rejoignent, qui deviennent donc associés de Team for the Planet, donc tout le monde devient copropriétaire en participant financièrement à Team for the Planet, ils sont là pour avoir un retour qui est un retour en impact et non pas un retour financier. Donc ça, c'est un point extrêmement important à avoir en tête. Ça veut dire qu'on est là pour de l'impact. À partir du moment où on est là pour avoir de l'impact sur les gaz à effet de serre, on regarde finalement la méthode, la stratégie qui nous permettrait d'avoir le plus d'impact le plus rapidement possible. Et avoir une innovation qui est absolument géniale pour aller tabasser les gaz à effet de serre, mais les garder juste tout seul dans son labo ou essayer de la développer uniquement avec son entreprise, clairement, on ne met pas toutes les chances de son côté pour justement accélérer son déploiement à échelle mondiale. Et donc notre vrai enjeu à nous, c'est pas de créer une entreprise qui porte une innovation qui est absolument géniale, c'est de créer des marchés complets autour de ces innovations-là, parce qu'en fait, le fait de créer des marchés crée aussi des filières complètes au niveau des fournisseurs, crée des standards au niveau justement des clients également dans l'utilisation de produits ou de services. Et donc ça change le game clairement dans l'approche qu'on peut avoir sur un développement. Alors, tu as dit beaucoup de choses et il faut qu'on revienne dessus parce que vous avez vraiment innové sur beaucoup de sujets chez Team for the Planet. Donc déjà dans l'approche comme tu l'expliquais, d'aller chercher des innovations qui sont portées par des ingénieurs et pas forcément par des entrepreneurs. Et donc de réunir les deux profils pour pouvoir se donner les chances d'avoir un développement successful. La deuxième chose, c'est donc le financement. Plutôt que d'aller, dans un premier temps, aller chercher des banques, des institutionnels, vous vous êtes tourné vers tout le monde, des individus. Et donc, chaque personne aujourd'hui qui, à partir de 1 euro investi dans Team for the Planet, devient associé. Exactement. Donc c'est pour ça que tu le disais en préambule, c'est avant tout un mouvement citoyen. Tout à fait, c'est un mouvement citoyen et par citoyen, on entend vraiment le citoyen particulier, mais aussi l'entreprise, l'association, et c'est important parce qu'en fait, on a été au début très vu comme un mouvement uniquement de particuliers. Ouais. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'entreprises aussi qui nous rejoignent dans l'aventure. D'où la fameuse opération de fin d'année, là où vous avez quand même récupéré 6000 entreprises. Exactement, ouais, on est à quasiment 6000 entreprises qui font partie de l'aventure Team for the Planet. Et vous avez levé 8 millions en l'espace de quelques semaines, en fin d'année, quoi. Exactement, tout à fait, notamment grâce à un investisseur mystère dont on révélera le nom d'ailleurs très prochainement, qui doublait aussi l'ensemble des investissements qui sont réalisés. Ouais, c'est vrai que vous avez aussi une approche très gaming, qui vraiment donne envie. Vous avez une appli, vous avez un site internet, chaque actionnaire associé peut retrouver dessus plein bien sûr d'informations sur son profil, mais à partir d'un certain montant investi, vous mettez des petites vignettes. Il y a toute une gamification autour de l'expérience Team for the Planet qui est assez intéressante. Et donc dans le cadre de cette action que vous avez menée en fin d'année, effectivement, il y avait un objectif. Vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux. On voyait la progression de cet objectif au jour le jour, sur le nombre d'entreprises qui vous rejoignaient, sur le montant qui avait été levé, et également cet accélérateur de l'investisseur mystère qui doublait tous les fonds. Exactement, en fait ce qu'il faut bien comprendre dans notre ADN au niveau de Team for the Planet, c'est qu'on a une ADN où on veut embarquer le plus de personnes autour de ce sujet-là, et ce sujet il est un peu grave, il est un peu, on peut avoir une approche assez pessimiste du sujet, et nous on s'est toujours dit non, en fait il faut vraiment notamment qu'on arrive à avoir un avenir qui soit en tout cas plus lumineux, plus enthousiasmant en fait, et comment on fait pour avancer ensemble positivement, et ça c'est extrêmement important, et notamment effectivement cette partie de gamification elle vient là sur le fait de se dire il faut qu'on arrive
avec un état d'esprit extrêmement positif, à embarquer tout le monde sur ce sujet-là. Donc embarquer tout le monde en disant ouah, demain ça va être la fin du monde, mais venez avec moi, on va tous mourir. Je suis pas sûr qu'on embarque beaucoup de personnes. Et donc tout notre enjeu, il est vraiment de dire non, en fait un autre monde est possible, d'autres récits sont possibles. Il y a beaucoup notamment de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, notamment Cyril Dion. J'ai vu une de ses conférences là dernièrement sur le sujet, et effectivement c'est hyper important de se dire que ok, on a un problème qui est extrêmement grave, extrêmement lourd, extrêmement gigantesque en fait, parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point la problématique est systémique, et malgré ça il faut qu'on arrive pour embarquer tout le monde, pour avoir aussi finalement de l'efficacité en fait. C'est d'un point de vue très pragmatique, comment on arrive à être le plus efficace pour répondre à cette problématique là. Et il nous faut absolument effectivement un discours qui soit embarquant, qui donne envie et qui va nous permettre aussi de pouvoir aller changer ce futur là par l'état d'esprit qu'on va mettre effectivement dans ce changement. Oui, sachant que c'est un enjeu phénoménal comme tu l'expliquais, mais en plus c'est un enjeu extrêmement urgent. On n'a pas 2 siècles pour changer le monde, quoi. On a peut-être une vingtaine d'années, quoi. Exactement, ça c'est tout le problème des boucles de rétroaction, hein. Donc au fur et à mesure qu'on atteint des seuils de réchauffement planétaire, il y a des boucles de rétroaction qui viennent faire un effet boule de neige finalement, et donc qui continuent à lancer un emballement finalement de ce réchauffement. Donc tout notre enjeu de chaque dixième de degré qu'on arrive à limiter est hyper important. Et donc dans la série innovation que vous avez apportée dans votre approche, tu le disais un petit peu tout à l'heure, donc il faut qu'on revienne dessus, c'est assez important. Un investisseur est garanti de ne pas avoir de retour financier sur son investissement. Ça, c'est assez Alors, c'est assez atypique et ça a été très compliqué d'ailleurs pour la petite histoire d'un point de vue juridique de le mettre en œuvre. Ouais, tout à fait. On est juridiquement une société commerciale et on se veut effectivement à but non lucratif parce que notre enjeu n'est pas de retourner un retour financier à nos associés, mais un retour en impact via des dividendes climat. On pourra en parler après. Bien sûr. Parce que vous avez inventé le concept de dividende climat quand même. Exactement. Ouais. Et il faut savoir qu'en France, quand on monte une société commerciale, on ne peut pas écrire dans les statuts qu'on interdit la distribution de dividendes financiers. Légalement, c'est pas possible. Et donc en fait, on a essayé de trouver un hack pour ça. Et finalement, le hack qu'on a trouvé, c'est qu'on peut le conditionner. Et donc en fait, on a conditionné dans nos statuts la distribution de dividendes financiers à une condition qui serait le retour à 0 degré de la température du globe par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc le jour où il y aura effectivement plus de problèmes sur le dérèglement climatique. On espère que potentiellement ce jour arrivera, mais ça risque d'être très compliqué. Si on revient au niveau de la température pré-industrielle. Ah ouais. Exactement. Oui, donc on est bien. Donc, on est bien. C'est c'est l'objectif en même temps. En tout cas, c'est l'objectif et ça va aussi dans notre approche de dire Team for the Planet est créé pour répondre à une problématique de dérèglement climatique. Le jour où ce problème est résolu, on n'a plus vocation à exister. C'est super cohérent en même temps. Ce hack est super cohérent avec votre mission, votre objectif et tout le travail que vous faites au quotidien. Exactement. Et donc, vous avez ensuite converti quand même le concept de dividende financier en dividende climat. Exactement. Alors ça, c'était extrêmement important pour nous de se dire, OK, comment on démontre qu'on a de l'impact. Et c'est un vrai sujet, notamment sur ces dernières années, où tout le monde dit, OK, j'ai de l'impact. OK, mais de l'impact, ça doit se mesurer, ça doit être quantifiable pour notamment des personnes qui viennent investir chez vous. Et donc, en fait, c'est vraiment le retour. Et nous, on a vraiment voulu prendre un parallèle par rapport à la finance classique et de se dire, OK, j'investis, j'ai un TRI, donc un ROI financier, donc un retour financier. Et face à ça, nous au départ on parlait notamment de TRP, c'était un taux de retour pour la planète. Donc c'était vraiment dès l'ADN où on s'est dit ok, il faut qu'on arrive à mesurer ça. Et en travaillant un peu le sujet, petit à petit ça s'est converti finalement en dividende climat. Et notamment cette année on a distribué nos premiers dividendes climat à l'ensemble des associés. Je les ai reçus il y a peu. Des Team for the Planet. Alors c'est vraiment un clin d'œil pour le moment parce qu'on était vraiment sur les toutes premières entreprises. Mais là-dessus c'était hyper important pour nous d'arriver jusqu'à là.
Donc tout investisseur est garanti, comme on le disait, de ne pas avoir de retour sur investissement financier, mais par contre d'avoir des dividendes climat. Et donc c'est assez intéressant parce que aujourd'hui on parle beaucoup et on voit de plus en plus d'entreprises qui sont quasiment obligées de réaliser un audit de leur empreinte carbone. Tout à fait. Là, vous êtes monté dès le début avec comme objectif de pouvoir mesurer non pas votre empreinte carbone, mais votre impact. Et donc le carbone que vous arriviez à tabasser, justement. Tout à fait. Alors on fait bien sûr les deux, ça veut dire qu'on mesure notre impact, notre empreinte bien entendu, et on le corrèle aussi, on met en face effectivement l'impact qu'on a eu. Et en fait cet indicateur il est essentiel, et c'est pour ça qu'il y a notamment énormément d'acteurs aujourd'hui du monde carbone et même de la transition au sens large qui, quand on a commencé à travailler sur cet indicateur du dividende climat, ont été partie prenante. Je pense à l'ADEME, je pense à Net Zero Initiative, Carbone 4, SWEEP, et même au niveau mondial, la branche climat de l'ONU. Ce qu'il faut voir, c'est, on dit aujourd'hui dans les discours notamment politiques qu'on peut entendre, c'est ok, il faut tant de milliards pour financer la transition écologique. Et on n'a aucun indicateur avant la mise en place de dividende climat qui permettait de savoir par euro investi combien de tonnes de CO2 équivalent étaient évitées et donc finalement l'efficience de cet euro. Donc les euros qu'on a, finalement on est dans un monde fini comme plein de personnes vous le diront. Bien sûr. Et donc les euros qu'on utilise potentiellement, ils sont en tout cas plus rares et peuvent tendre, avec notamment justement la conjoncture économique, à être de plus en plus rares. Et donc comment on fait pour que cet euro-là nous permette d'éviter 2 tonnes au lieu d'1 tonne, par exemple. Et donc c'est ça tout l'enjeu. Donc en fait l'efficience de l'argent utilisé pour la transition est hyper important, et ça il faut pouvoir le mesurer. Et donc finalement le dividende climat il est vraiment là pour ça. Et donc est-ce que ça motive certaines entreprises par exemple qui ont fait l'audit, qui savent quelle est leur empreinte carbone, qui veulent réduire. Alors, il y a d'un côté les actions pour réduire cette empreinte carbone, d'autres des actions potentiellement pour venir compenser, venir offsetter un petit peu cette empreinte carbone. Est-ce que c'est vu comme ça par certaines entreprises qui reçoivent des dividendes climat et qui peuvent du coup améliorer la big picture, quoi? Alors, en fait, ça c'est un point effectivement de vocabulaire qui est extrêmement important. C'est sur la compensation. Avec les dividendes climat, on ne fait pas de compensation, on fait de la contribution. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une entreprise ne peut pas dire qu'elle est à zéro effectivement en impact carbone. Bien sûr. Une entreprise, elle l'émet. Team for the Planet émet, même quand on prend le train, quand on a besoin d'un ordinateur ou autre, on émet justement du CO2, et à côté de ça on va avoir un impact pour diminuer ou impacter au sens plus large finalement et contribuer donc à la neutralité carbone mondiale. Et donc chacun qui reçoit des dividendes climat aujourd'hui va pouvoir dire ok, j'ai émis tant, et à côté de ça j'ai contribué à la neutralité carbone mondiale à hauteur de tant. Et donc c'est vraiment ça qui est extrêmement important, c'est de montrer sa contribution. Et cette contribution elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui une entreprise, si on parle des scopes 1, 2, 3, pour faire simple, l'entreprise est à la main sur le scope 1 et 2, donc globalement ce qui la concerne au sein de son entreprise, et le scope 3 qui est lié notamment à ses fournisseurs ou à ses clients, c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement une entreprise qui importerait des biens en Europe se dit ok, comment je fais moi toute seule pour aller décarboner le transport maritime mondial par exemple. Et donc toute seule elle ne peut pas, en fait elle n'a pas la capacité financière pour ça, et donc finalement on a des problématiques sur lesquelles on doit adresser néanmoins des solutions pour aller diminuer très fortement les émissions carbone de secteurs, et notamment le secteur du transport. Et donc notre enjeu au niveau de Team for the Planet, c'est de pouvoir collectivement répondre à ça en disant que toutes les entreprises qui le souhaitent, elles puissent justement contribuer à ça financièrement, et que ça va avoir un impact direct sur leur scope 3 en cofinançant finalement des solutions qui vont leur permettre de réduire, admettons, le transport maritime mondial via Beyond the Sea. Bien sûr. Et donc votre objectif, c'est d'arriver au financement de 100 innovations. C'est peut-être un premier objectif que vous fixez en tout cas, d'ici 2030. Oui. Via donc ce système qu'on l'a expliqué, donc de créer cette communauté d'individus, d'entreprises, d'associations qui vont investir et venir financer ces innovations, dont l'objectif est de tabasser les gaz à effet de serre.
Vous allez ensuite créer une équipe avec un entrepreneur qui va rejoindre l'équipe d'ingénieurs qui ont créé cette innovation et donc accompagner cette innovation, mettre donc en open source cette innovation pour avoir un effet d'accélération. Donc c'est un objectif assez ambitieux, surtout quand on reprend les différents éléments qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, donc, en 4 ans, donc vous êtes arrivé à déjà 120 000 associés. Tout à fait. C'est quand même assez impressionnant pour à peu près une vingtaine de millions d'euros de levée. Tout à fait, oui, un peu plus de 25 millions. 25 millions. Vous avez reçu presque 2000 dossiers d'innovation. Tout à fait. Donc, et là-dessus, vous avez déjà enclenché le financement de 12 innovations. Exactement. Donc c'est assez impressionnant, sachant qu'aujourd'hui vous êtes une trentaine. Chez Team for the Planet. Ouais. Alors c'est une très bonne question. Souvent les personnes pensent qu'on est une trentaine, quarantaine, cinquantaine. Fin de l'année dernière, fin 2022, on était 10 et on a recruté 5 nouvelles personnes, donc on est 15 aujourd'hui. Ah ouais. Donc on est vraiment une petite équipe. D'accord. On a vraiment vocation en fait à rester une petite équipe au sein de Team for the Planet et à trouver des moyens clairement de pouvoir grandir en restant une petite équipe. Et on a une chance absolument énorme au sein de Team for the Planet, c'est justement nos nombreux associés qui vont à la fois venir nous aider en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Donc quand on fait une opération de levée de fonds par exemple, ils vont relayer sur les réseaux sociaux auprès de leur entourage, de leur entreprise, employeurs, collègues, l'opération. Et donc ce bouche à oreille en fait c'est ce qui fait vivre aujourd'hui Team for the Planet en termes de développement, en termes de notoriété. Et donc ça c'est extrêmement important pour la levée de fonds. Mais aussi ils peuvent aussi aller au-delà en évaluant des innovations et en devenant évaluateurs. Et donc aujourd'hui, on a plus de 7000 évaluateurs qui sont formés et qui vont justement faire tout le travail de présélection sur, comme tu le disais, les centaines et demain milliers d'innovations qu'on reçoit. Et donc tout ça, ça nous permet d'avoir finalement une force de frappe qui est beaucoup plus importante et d'avoir un modèle qui se base vraiment sur la scalabilité. Se dire, ok, si demain on a 10 000 innovations, si on a ces 10 000 innovations, c'est parce qu'on a une notoriété qui est encore plus grande. Cette notoriété permet bien sûr d'avoir ces innovations, permet d'avoir des actionnaires également en plus, permet d'avoir des fonds en plus et donc de pouvoir financer encore plus d'innovations. Et c'est extrêmement important de bien comprendre que la communication qu'on fait, la notoriété qu'on va chercher, elle est au service de l'impact. Si on n'a pas cette notoriété, on peut faire notre petit truc dans notre coin. On aurait pu rester effectivement dans nos petits locaux à Lyon avec La Belle Bouse. À l'époque, on avait 9 mètres carrés qu'on partageait avec une entreprise qui s'appelle La Belle Bouse. Petit clin d'œil à Sophie là-dessus. Et donc oui, ça sentait pas très bon dans ces locaux. Mais on aurait pu en rester là. Et on aurait eu un impact qui était mesuré. Si on veut avoir l'ambition de répondre de manière beaucoup plus importante à cette problématique qui est mondiale, il faut qu'on trouve un système qui est différent. Et ce système, il passe effectivement par le fait d'embarquer énormément de personnes dans l'aventure. Et quand on dit énormément de personnes, c'est tout citoyen du monde, toute entreprise du monde. C'est ça notre enjeu. On doit jouer collectif, le problème il est collectif, on est tous sur la même planète et donc on est tous concernés. Absolument. Mais c'est vrai que ça aussi c'est très innovant hein, dans l'approche, dans le sens où vous laissez vos associés, vos investisseurs libres déjà du montant qu'ils décident d'investir. Une fois de plus, à partir de 1 euro, quelqu'un peut devenir associé en 2 clics. Mais également libre de soit d'en rester là, soit de creuser un peu plus et de décider de s'investir également, d'investir du temps, de devenir, tu en parlais, évaluateur. Donc on va rentrer aussi dans le détail du process de sélection des innovations. Mais il y a toute une galaxie d'ailleurs que vous appelez galaxie de l'action, où en fait chaque associé, là aussi on retrouve la gamification dont on parlait tout à l'heure, chaque associé peut décider de devenir un peu leader sur une zone géographique et animer une région, animer une thématique, organiser des événements, vous faites des apéros pour que les associés se rencontrent. Et donc tout ça c'est
quand même co-animé par des investisseurs, des associés qui décident de s'impliquer dans l'aventure. Il y a aussi plein de sessions de formation auxquelles on peut s'inscrire. Tout nouvel associé s'inscrit donc à une nouvelle session de formation qui est donc réalisée par un autre associé qui va pitcher Team for the Planet et donc expliquer un petit peu les différentes options, les différentes possibilités. Donc effectivement, vous laissez la main, et c'est ça qui est beau, c'est que vous laissez libre le champ des possibles, mais chaque associé décide finalement de s'impliquer au-delà de l'argent et donc met beaucoup de temps dans cette aventure. Tout à fait. En fait, nous, ça a été vraiment une surprise. Quand on lance Team for the Planet au départ, on se dit, très bien, on va créer un mouvement de citoyens, d'entreprises, d'associations pour lever des fonds. Mais on ne se dit pas du tout à ce moment-là que ces personnes vont aller et vont vouloir aller au-delà du simple investissement financier. Et donc en fait, fin 2019, quand on lance Team for the Planet, on reçoit au départ une demande par jour, puis 2, puis 3, de personnes qui nous disent « Ok, je suis devenu actionnaire, je suis devenu associé de Team for the Planet, qu'est-ce que je peux faire en plus ?» Et donc, au départ, on reçoit une demande par jour. On se dit, bon, soit, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10. Et là, on se dit, oula, il y a un vrai sujet en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie qui a envie de contribuer justement à régler ce problème du dérèglement climatique ? Comment on la structure et comment on fait en sorte finalement qu'elle vienne servir la mission de Team for the Planet. Et donc ça a été un vrai sujet pour nous. Et ça n'a pas été simple. Clairement, ça n'a pas été simple. Notamment on avait au départ au niveau de la V1 de cette communauté, on s'est dit bon très bien, ces personnes elles sont en train de lister leurs compétences, il faut qu'on leur trouve des choses à faire, et donc on était plus à se dire ok, avec toute cette énergie, toutes ces compétences qui se proposent, trouvons des actions qui peuvent servir Team for the Planet. Et on s'est un petit peu trompé en structurant comme ça parce qu'on passait finalement notre temps à essayer de trouver des missions qui pourraient être intéressantes en mode to-do list, en se disant ok, un tel il a telle compétence ou tel réseau, il peut nous aider comme ci, comme ça. Et à nous défocuser, nous, de la mission de Team for the Planet. Et donc, on a refait une V2 et ça, c'est Nicolas chez nous qui a travaillé énormément justement sur ce sujet justement de la communauté qui est un sujet très complexe pour se dire en fait, on va recadrer finalement un peu les choses en disant au lieu de dire à chacun ce qu'il peut faire, on va juste lui donner, nous, nos besoins. Et on part du besoin systématiquement. Quels sont les besoins de Team for the Planet ? Et toi, en tant qu'associé, si tu veux donner effectivement du temps, voilà les besoins. Et on a 2 besoins finalement chez Team for the Planet qui sont assez simples et évidents, qui sont le développement de notre notoriété et la levée de fonds. Et donc sur ces 2 besoins-là, tu es associé, tu veux donner du temps à Team for the Planet. Je ne vais pas te dire comment faire pour répondre à ces besoins, mais toi tu le sais. Parce qu'en fait, moi je ne connais pas ton réseau. Tu me dis que tu es expert dans tel domaine, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, est-ce que ça a un comme impact ou autre. Et donc, tu es le mieux placé pour répondre à ces besoins. Et finalement, la contrepartie de ça, c'est qu'on laisse carte blanche à chacun pour finalement mettre en place des actions. Et c'est vraiment ça le sujet. C'est pour ça qu'on l'appelle la galaxie de l'action. Parce que j'ai pensé qu'il faudrait faire ci ou ça. Très bien, fais, avance, teste et vois si ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment ça la démarche qu'on a remis en place en disant voilà les besoins et tu peux faire toute action en communiquant sur Team for the Planet à ton échelle à partir du moment où ça répond à ces 2 besoins. Et ensuite, il y a les fameux évaluateurs. Donc, le process justement de sélection des innovations commence par, une fois de plus, les associés, donc à peu près 7000, tu disais, tout à fait, qui ont décidé de s'investir en tant qu'évaluateurs et qui vont évaluer donc les innovations. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu quand même près de 2000 dossiers que vous avez reçus. Donc, il faut être expert pour être évaluateur ou comment ça fonctionne ? Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent. La réponse est non. Et pourquoi ? Comment on fait finalement pour avoir une évaluation, une présélection au départ qui soit quand même qualitative sans faire appel à des experts ? On fonctionne tout simplement en intelligence collective. Notre enjeu, il est de collecter un grand nombre justement d'évaluations sur une innovation donnée. Et ce nombre important d'innovations va nous permettre de faire ressortir les meilleures innovations. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. On s'est aperçu que globalement, à partir du moment où on avait à peu près 50 évaluations sur une innovation, ça équivalait en termes de notation, d'évaluation, à ce qu'aurait fait un expert tout seul de son côté.
sachant qu'un expert peut aussi avoir un biais potentiellement cognitif. Mmh. Et donc l'enjeu d'avoir des centaines, des milliers de personnes qui évaluent une innovation, ça vient gommer justement ces biais-là, et c'est hyper intéressant parce que tout le monde a de son point de vue quelque chose à apporter à une évaluation. Donc bien sûr, l'ensemble des évaluateurs sont formés, donc il y a une formation auprès de tous les évaluateurs pour leur expliquer notamment les 6 critères de sélection de Team for the Planet, et sur cette base-là, tout le monde peut effectivement devenir évaluateur via l'intelligence collective. Et juste pour donner un ordre d'idée, la dernière session d'évaluation qui a eu lieu là au mois de janvier, on a eu une évaluation toutes les 12 minutes qui a été faite. Wow. Et donc ça, c'est absolument énorme d'avoir cette capacité de screen par rapport, si on se compare à un fonds d'investissement classique, recevoir un deal flow, donc un nombre d'innovations proposées aussi important, c'est un vrai problème en fait. Si on n'est pas structuré pour le traiter. Exactement. Et donc nous, on a la chance, grâce justement à l'ensemble de ces évaluateurs, d'avoir effectivement une capacité à traiter justement toutes les innovations qui nous sont soumises. Effectivement, il y a 2 choses. Il y a les critères. Donc, chaque évaluateur va pouvoir jauger du match entre une innovation et les critères de Team for the Planet, qui vont être: est-ce que ça a vraiment un impact sur la réduction des gaz à effet de serre? Est-ce que c'est scalable? Est-ce que ça peut être déployé? Est-ce que donc ça peut être est-ce que c'est déjà live, ou est-ce que le business model reste à être éprouvé? Est-ce que voilà, il y a tout ce genre de questions, et donc chacun va jauger si oui ou non c'est pertinent, mais vous mettez aussi une sorte de scoring sur ces évaluations en fonction de, comme tu le disais, si la personne est experte ou non sur ce sujet. Tout à fait. Après, nous, dans les évaluations, il y a un sujet, bien sûr, de ne pas donner forcément le même poids à toutes les évaluations. Et on a aussi un garde-fou qui va être la deuxième étape, en fait. Comité scientifique. Exactement, qui est le comité scientifique. Parce qu'il faut bien, effectivement, qu'on valide de manière très rigoureuse et très scientifique, justement, si une innovation tient la route ou pas. Et là, vous avez un ratio de combien entre les innovations qui sont d'abord filtrées par les évaluateurs et celles qui arrivent au comité scientifique? Donc, au comité scientifique, il y en a une 50aine qui sont arrivées. Donc, globalement, on a un ratio d'un dixième qui arrive au comité scientifique. Et donc effectivement, on a déjà un bon filtre qui est fait en amont. Pour te donner un ordre d'idée, là sur la dernière session, c'est 80 évaluations 80 innovations qui ont été évaluées. Et à la fin, généralement, on en retient entre 3 et 5. D'accord, ok. Et le comité scientifique, ce sont des associés aussi, ou ce sont vraiment des experts sélectionnés sur les secteurs d'activité que vous targetez en priorité? Alors, le comité scientifique, il y a des personnes qui sont associées bien sûr parmi le comité scientifique, mais ce n'est pas une nécessité. Ce comité scientifique, c'est 14 experts pluridisciplinaires qui viennent notamment des différents grands laboratoires français, CNRS Innovation, INRAE. On a des experts de la Commission européenne, des personnes qui travaillent aussi au Shift, par exemple, à côté. Voilà, c'est des personnes qui ont vraiment chacun un domaine d'expertise très particulier, et le croisement de ces avis d'experts est assez fabuleux parce que ça permet vraiment d'avoir une vision 360. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est à partir du moment où on a besoin aussi d'aller beaucoup plus loin d'un point de vue scientifique pour aller confirmer qu'une innovation fonctionne, ils ont aussi un réseau d'experts. Quand il y a 5 experts dans le monde qui sont capables de comprendre une innovation, et on va pouvoir justement, grâce à ce réseau, aller justement les chercher, les identifier pour être sûr effectivement que la loi de la gravité par exemple fonctionne avec cette team. C'est une communauté scientifique à l'intérieur de la communauté de team et de tous les associés, quoi. C'est exactement spécialisé. Et ensuite, donc dernière étape, donc là ça revient entre vos mains. Et donc là, vous décidez de rencontrer l'équipe d'ingénieurs, ou en tout cas de ceux qui présentent cette innovation, et de les challenger cette fois plus sur le business model, sur la viabilité du projet d'un point de vue commercial, ou son expansion internationale par exemple. Exactement. En fait, donc une fois qu'on a fait la présélection avec les milliers d'évaluations qui ont été faites, une fois que le comité scientifique nous a dit scientifiquement ça tient la route, on a un enjeu de savoir si économiquement ça tient la route. Parce que si on a la meilleure innovation du monde, mais que personne
dans le monde n'est prêt à la mettre en œuvre, à l'acheter, à l'utiliser dans un process industriel, elle ne sert absolument à rien. Et donc, c'est pas qu'elle ne sert à rien, c'est juste qu'elle n'aura pas d'impact. Et nous, pour notre mission qui est d'avoir de l'impact sur les gaz à effet de serre, c'est un vrai sujet. Parce que même si vous avez pas pour vocation à être une entreprise à but lucratif, les innovations que vous financez doivent fonctionner commercialement pour qu'elles puissent décoller et puis vraiment avoir de l'impact à terme. Exactement. Et donc, il y a un vrai sujet d'avoir un modèle économique qui tient la route et qui soit pérenne. On n'a pas un objectif au niveau de Team for the Planet de dire on va subventionner les entreprises dans lesquelles on investit. On ne subventionne personne. On investit dans ces entreprises. Elles ont deux objectifs, un objectif d'impact et un objectif financier bien entendu. Et donc on doit sécuriser justement l'objectif financier une fois que l'objectif d'impact a été validé d'un point de vue scientifique. Et donc pour ça on fait des tests marchés en réel. On a la chance effectivement par le très grand nombre d'associés qu'on a d'avoir très souvent des actionnaires qui sont déjà dans ce domaine-là, qui vont pouvoir nous aiguiller vers des clients potentiels pour faire des tests marché en réel avec des rendez-vous réels et de confirmer que effectivement la solution qui est proposée, on a tel industriel qui est demain et OK pour la mettre en œuvre chez lui parce que ça correspond à un besoin de son côté, à un prix qui est également OK en termes de ROI lui s'il fait son investissement. Et donc ça c'est hyper important parce qu'en fait se dire ok j'ai la meilleure innovation du monde mais personne ne me l'achète, et oui malheureusement aujourd'hui le monde économique dans lequel on est fait que s'il n'y a pas un retour financier sur un investissement qui est fait, on va malheureusement ralentir pour ne pas dire jamais mettre en œuvre une innovation. Et donc 12 innovations déjà financées ou en cours de financement. Tout à fait. Parmi lesquels, donc tu parlais de Beyond the Sea. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ? Donc Beyond the Sea, donc c'est une innovation qui a été effectivement mise en œuvre par Yves Parlier. Donc les plus voileux d'entre nous savent qui est Yves Parlier, mais en tout cas c'est un célèbre et très grand navigateur qui justement s'est dit comment finalement on va utiliser la force vélique, donc la force du vent, pour diminuer, décarboner le transport maritime mondial. Et donc tout simplement, alors je dis tout simplement, c'était en fait assez complexe, mais il va proposer à des supertankers de mettre un kitesurf géant, donc un cerf-volant géant, accroché justement sur le pont pour pouvoir tracter ces navires-là et éviter justement qu'ils aient une surconsommation, en tout cas une très forte consommation de mazout. Le transport maritime mondial aujourd'hui c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Avec cette solution-là, on peut diminuer de 20% les émissions justement sur le carburant, sur le carburant de ces transports. Et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le sens où on est sur une solution qui est aussi plug and play. Et donc ça permet, sans refaire un nouveau navire, sans se dire qu'il y a besoin de mettre tous les anciens navires à la case, d'en recréer ou autre, de pouvoir directement ramener une solution qui va diminuer à partir du moment où on utilise en moyenne 20% les émissions de gaz à effet de serre de ces navires. Un énorme cargo, une énorme voile de kitesurf ou de cerf-volant devant qui tracte et qui va lui permettre de réduire de 20% l'utilisation de son carburant, quoi. Exactement. Incroyable. Il y a une autre innovation ultra intéressante dont on parle beaucoup aussi, c'est Coolroof. Oui, tout à fait. Qui a connu pas mal de succès là récemment. Coolroof, tout à fait. Ils sont en très très forte croissance, Coolroof. Donc Coolroof, c'est Beyond the Sea, là ils ont sorti des premiers prototypes et ils ont commercialisé des voiles on va dire de petite taille pour le moment. Ils vont aller sur des voiles de plus grande taille. Coolroof, c'est une innovation qui est beaucoup plus mature dans le sens où elle est déjà commercialisée à grande échelle. Et donc leur solution c'est de repeindre les toits en blanc de bâtiments pour justement accentuer le réfléchissement du rayon du soleil, donc un petit peu ce qui se passe finalement sur la banquise, et ça permet d'éviter que on vienne chauffer les bâtiments qui vont capter la chaleur. Là elle va être renvoyée directement par cette couche donc qui mettent sur l'ensemble des toits des bâtiments. La spécificité, parce qu'on peut se dire c'est
juste de la peinture blanche, en fait, c'est très technique dans le sens où il y a un enjeu que cet effet qui s'appelle l'effet albédo puisse être durable dans le temps. Et donc, eux, ils ont une garantie sur 20 ans avec la solution qu'ils proposent. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça permet justement d'avoir un retour en termes d'investissement qui se fait très rapidement. Au-delà de la durée d'impact, aujourd'hui, avec le coût de l'énergie qui augmente, ça permet de réduire jusqu'à 7 degrés l'été la température dans les bâtiments. C'est et énorme, donc en consommation énergétique de clim ou autre, ça fait effectivement une diminution extrêmement forte. C'est un impact que sur donc, la période estivale où ça réduit la température, mais ou également en période hivernale où ça la préserve justement. Alors c'est une très bonne question et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le soleil il n'est pas effectivement il n'est pas dans le ciel au même niveau, j'allais dire, il est beaucoup plus haut effectivement l'été et beaucoup plus bas l'hiver. Et donc ce qui fait qu'en fait les rayons du soleil l'hiver sur un toit ne vont effectivement pas atteindre un bâtiment de la même manière. Et donc le fait de dire ok, l'hiver ça pourrait être contraignant parce que ça va éviter que le bâtiment se réchauffe. Le bâtiment se réchauffe plus finalement par ses murs que par le toit l'hiver. Donc en fait la différence ça diminue un tout petit peu mais c'est extrêmement léger. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que notamment le fait de faire justement du cool roofing et donc de repeindre son toit de bâtiment va venir ramener souvent une petite couche aussi d'isolation. Alors là-dessus ils ne communiquent pas nécessairement mais en fait c'est ce qu'ils se sont aperçus d'un point de vue très opérationnel et qui vient finalement compenser cette petite perte. Donc ça apporte une température plus tempérée tout au long de l'année. Et le gros impact, c'est effectivement l'été où ça réduit massivement le besoin d'utiliser de la clim pour avoir une température acceptable, quoi. Exactement. Et donc, petite particularité, peinture, sans dévoiler le secret, faite à base de coquilles d'huîtres bretonnes, si j'ai bien vu. Exactement, alors Cool Roof, ils sont basés en Bretagne, près de Brest. Et donc je pense qu'ils ont voulu mettre une petite touche locale. Et il y a une petite partie, c'est pas la majeure partie, mais une petite partie effectivement en ingrédients secrets où ils se basent sur des coquilles d'huîtres, tout à fait, pour amener justement l'effet réflectible de la peinture. Et donc, avec déjà ces 4 années d'activité, on en parlait tout à l'heure, donc dès le début, vous avez souhaité mesurer votre impact. Aujourd'hui, vous communiquez sur 3000 tonnes de CO2 évitées en 4 ans. Alors, tout à fait. Et en fait, finalement, c'est beaucoup et pas beaucoup. Aujourd'hui, clairement, un Français en moyenne, c'est 10-12 tonnes de CO2 par an. Donc là, on est vraiment au début. Alors, en tout cas, nous, par rapport à l'ambition effectivement qu'on a, on est vraiment sur le prémisse. Et donc, on peut se dire, voilà, factuellement, on peut se dire, ok, c'est beaucoup. Et dans les faits, ça reste pas un volume, en tout cas, d'impact qui est suffisamment significatif aujourd'hui à notre sens. Par contre, ça se base notamment sur uniquement l'année 2022 et sur les 2 premières justement innovations dans lesquelles on avait investi qui étaient en œuvre à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que quand on investit, nous, il y a souvent, donc on investit en ce qu'on appelle en seed, donc en amorçage, et donc c'est des innovations qui vont être mises en œuvre et commercialisées quelques années plus tard. Et donc là en 2022 on est vraiment sur les prémices au niveau notamment de Cool Roof et de Léviathan Dynamique, qui est un système qui permet de faire du froid sans gaz HFC. Les gaz HFC, c'est ce que vous avez notamment dans vos circuits de frigo haute. Ça, c'est responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales également. Et donc, eux, ils se sont passés de ça et avec un circuit d'eau fermé, ils arrivent à faire du froid. C'est assez génial. Fou, ouais. Et donc, c'est ces 2 innovations-là sur leur première finalement vente, première mise en œuvre qui ont permis effectivement d'avoir cet impact. Donc, on est vraiment au tout début. Donc effectivement 3000 tonnes, donc quelques centaines de Français. L'objectif 75 millions de tonnes. Donc oui, vous mettez la barre haut à effectivement éviter dans les années qui viennent, quoi. Tout à fait, exactement. On veut vraiment pouvoir se dire, ok, demain, notre ambition, notre rêve en fait, en tant que Team Force the Planet, c'est de pouvoir aller impacter de 0,5%, 1% les émissions de gaz à effet de serre à échelle mondiale, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de travail. Un peu de boulot. Exactement. Mais bon, vous êtes sur la bonne voie.
Et alors pour revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes premières expériences et comment petit à petit t'es arrivé à rejoindre et à lancer cette aventure incroyable? Bien sûr. Donc, moi, je viens du monde de l'expertise comptable. Pendant quasiment 10 ans, j'ai été dans l'expertise comptable. C'est en 2017, on se revoit donc avec Nicolas et Mehdi notamment, et Denis, parce qu'on est effectivement amis en dehors de ça, en se disant, OK, le dérèglement climatique, ça a l'air d'être un vrai sujet, et on commence à se documenter au fur et à mesure. Donc, on regarde des conférences de Jean Covici, on lit du Pablo Servigne, du Aurélien Barraud, ainsi de suite. Voilà, donc on commence les grands classiques. Les grands classiques effectivement dans ce monde-là, et on commence à conscientiser petit à petit le sujet. Moi, à titre personnel, je me dis ok, mais j'avais pas encore eu le déclic vraiment. Et puis on se dit un jour on lancera effectivement une entreprise, et notamment Nicolas et Mehdi qui avaient monté leur première boîte ensemble. Ils se sont toujours dit ok, un jour on montera une boîte qui aura pour objectif d'œuvrer pour le bien commun, et initialement leur rêve il était plutôt orienté sur la pauvreté et lutter contre la pauvreté dans le monde. Et en 2017-2018 quand on échange nous quatre, on est effectivement orienté sur le dérèglement climatique, qui est le problème quand même majeur. Ça veut dire que pour nous, si on ne règle pas ce problème, ce sera très compliqué ensuite de pouvoir régler les inégalités dans le monde. Ça sera encore pire. Ouais. Ça sera encore pire, exactement. Et donc on commence à discuter un peu de ce sujet-là. Et en 2018, Nico et Mehdi se disent allez, ok, nous on va lâcher un peu de ce qu'on fait, et puis on va se lancer dans ce projet-là. Mais bon, c'était pas encore vraiment acté. C'était plus dans l'idée, on va commencer à se dire qu'il faut qu'on sorte un peu de l'opérationnel de nos différentes entreprises pour aller là-dessus. Et moi, fin 2018, j'ai la naissance de mon premier enfant. Je prends 15 jours off. Et quand je veux rattaquer, j'arrive pas à retrouver de motivation. Et donc finalement, vraiment le sens que tu mets dans ce que tu fais. Et pourtant, j'avais la chance d'être dans une super boîte. On avait une très forte croissance. Quand je suis arrivé dans ce monde d'expertise, dans le réseau dans lequel j'étais, on était une vingtaine, on est monté à plus de 400 en 8 ans, et la croissance continue très fortement aussi dans ce réseau-là, avec une équipe qui était géniale, et une vision long terme. Dans quel secteur ? Dans l'expertise comptable. Ouais, toujours. Okay. Et notamment spécialisé dans la création d'entreprises. Donc moi, j'ai accompagné des centaines de créateurs d'entreprises. D'accord. Pendant tu connaissais déjà bien le sujet. Ouais. Exactement. Et à côté de ça, j'ai aidé des copains à monter des boîtes, et j'ai participé pour partie, notamment en tant qu'associé. On va dire, j'étais le copain qui était important d'avoir quand on montait une boîte, parce que justement, je connaissais bien ce domaine-là. Donc, que ce soit un bar-resto, un cabinet de géomètre expert, une boîte de post-prod. Enfin, voilà. Okay. Donc, j'ai eu quelques boîtes aussi annexes à ça en parallèle, dans lesquelles je me suis impliqué. Et tout ça pour dire que à ce moment-là, fin 2018, je me dis en fait non, c'est pas possible. Et donc là, je rappelle Nico et Mehdi, et je suis en mode ok, vous en êtes où ? C'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? Et on y va pas quoi. Et puis là, on se dit allez go, c'est parti. Donc là, saut dans le vide quand même. Donc saut dans le vide, et clairement, tu viens d'avoir un enfant et tu te dis ok, je quitte la stabilité de mon job, pas trop mal payé, tu vois, avec une sécurité qui généralement est attendue par la plupart des personnes dans ces situations-là, en disant ok, on part dans l'inconnu complet. Dans l'inconnu complet, certes, mais avec cette fois du sens à la clé. Exactement, avec du sens à la clé. Donc on savait pourquoi on le faisait, et Team for the Planet initialement devait être lancé fin 2018. Et puis là, Mehdi a un peu plus de mal à vendre justement sa boîte. Il cherchait à vendre sa boîte pour en sortir d'un point de vue opérationnel. Et donc avec Nico, on commence un peu effectivement à aller dans 2-3 salons, tester notre pitch auprès d'investisseurs, auprès d'innovateurs. Et au début, on se dit, personne ne nous filera 1 euro si on n'a pas des innovations à proposer. Et donc on dit, il faut absolument qu'on trouve des innovations.
Et donc on rencontre quelques innovateurs avec qui les échanges vont un peu plus loin. Et on rencontre notamment un chercheur à Lille qui avait une solution pour construire en impression 3D avec un géopolymère, donc une espèce de colle qui permettait d'utiliser la matière qu'on a sur place. Donc au lieu d'aller, parce que le ciment, Oui. il faut savoir que c'est juste la deuxième matière la plus consommée dans le monde après l'eau, et que c'est hyper émetteur de CO2. J'ai pas les ratios, mais je pense qu'on doit être à plusieurs beaucoup d'eau pourcents. d'ailleurs. Et ça a besoin de sable, d'eau, Ça, ouais. et donc ça pose des vraies problématiques. Et donc lui, il était à se dire, non, en fait, quand on est à un endroit, on utilise la terre, l'argile, et ça, en fait, en impression 3D, j'arrive à imprimer mon bâtiment en mettant ma petite solution. Donc on trouve ça génial. Il est à Lille, et donc là, on monte avec Mehdi, et au retour dans le train, donc on est sur Lyon, en 3 heures, on dit, allez, go, là, vraiment, faut qu'on lance le truc, parce qu'il faut qu'on aille chercher des fonds pour lui. Et donc, dans le train, on monte notre boîte, donc on rédige voilà, nos statuts, on va les déposer en ligne, on monte le site web, J'adore. ensuite, et on arrive à Lyon, on dit c'est bon, là c'est lancé, on a le site, on a la structure juridique qui est en cours de création, go, c'est parti, quoi. Et donc ça, Un trajet de train très productif. Exactement, donc ça c'était en 2019. Donc mi-2019, et à côté de ça, le temps de sortir, on va dire, un peu de l'opérationnel des différentes boîtes sur lesquelles on était un peu en parallèle. On se met vraiment quasi full-time à partir de septembre-octobre 2019, où on rencontre notamment Arthur. À ce moment-là, on re-rencontre pour Mehdi, parce que Mehdi était finalement en colocation professionnelle avec Arthur. D'accord. Il avait un peu de place dans ses bureaux, dans une de ses boîtes, et c'est Arthur qui cherchait justement des bureaux à ce moment-là pour sa boîte. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont connus, et Arthur me dit, ah bah c'est un dingue, je suis en train de faire quasiment la même chose sur Paris, et ainsi de suite. Bon bah ok, en fait on doit clairement allier nos forces, et on avance ensemble, quoi. Et donc Arthur nous rejoint vraiment au tout début de l'aventure en octobre. Et donc là on se dit bon bah très bien, donc on a un petit bureau, on est avec la Belle Bouse, donc on nous prête un petit bureau dans lequel voilà, on se retrouve, et on commence à dire comment on lance tout ça, quoi. Comment on lance tout ça. Et donc ce qui est très clair en tout cas au tout début, c'est de se dire que on fait ça pour de l'impact, et on veut pas avoir à choisir entre un retour financier et un retour en impact. Et donc on dit le plus simple, c'est 0 en retour financier, comme ça il n'y a pas de sujet, pas de tentation. Pas de tentation, et on visera toujours l'impact. On reste focus à 100% sur l'impact. Exactement. Et nous d'ailleurs, ça nous l'avait confirmé avec tous les innovateurs qu'on a vus, le fait de se dire on va agréger, on va créer un binôme, on va créer un Tinder du climat, comme aime à le dire Arthur, entre un innovateur et un entrepreneur, parce qu'on a besoin de ces deux compétences, mais il faut qu'elles soient ensemble et qu'elles bossent ensemble. On n'a pas le temps en fait aujourd'hui, de par l'urgence de la situation, qu'un innovateur fasse des erreurs, se plante, ou en tout cas il faut qu'on maximise en tout cas ses chances de réussite. Et donc pour ça il faut qu'on aille chercher des gens qui ont déjà les compétences, et bien sûr il faut des fonds, donc on se dit bon bah allez, voilà, on structure la Team Force the Planet avec innovateurs, entrepreneurs et des fonds à l'élever. Et on fait notre premier test en se disant, on lance une landing page pour se dire de toute façon, bon là c'est du rêve, c'est bien, mais test and learn, quoi. Et donc on programme une conférence le 5 décembre 2019 à Lyon, justement. Il faut savoir, alors les Lyonnais le savent, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, que c'est la fête des Lumières le début décembre sur Lyon. Et on fait ça le 5 décembre avec donc une complexité pour se déplacer dans les transports ou autres, qui de base est très très élevé, de par justement cet événement qui ramène sur Lyon des centaines de milliers de touristes qui viennent voir cette fête des Lumières. Et ce jour-là, grève des transports en commun. Et donc on se dit, bon, bah là on est bien. Donc on avait quand même vendu 300 places, parce qu'il y avait 300 places sur Amphitrite, et on avait refusé du monde. À l'époque, on n'avait pas du tout intégré le fait que notamment il fallait surbooker. Tu vois. Donc maintenant on sait qu'il y a toujours un peu de no-show. Ouais, c'est ça. Et donc là on se dit, merde, on va avoir personne ce soir. On lance notre truc, il va y avoir 10 personnes.
Et puis, en fait, bon an, mal an, on a plus de 200 personnes quand même, quand dans même. la salle qui ont réussi à trouver, tu vois, en venant, je sais pas, en vélo, en blablacar ou autre voiture, qui sont présents. Et on se dit, bon, bah, cool, ça a quand même un peu de la gueule, tu vois, pour lancer le truc. Et là, on fait un speech qui est orienté problème-solution, tu vois, le truc classique. C'est terrible ce qui nous arrive. On va vivre dans un monde qui sera sous tension géopolitique, qui sera en guerre. Les tensions sur l'eau, ça va être compliqué. En France, on sera bien sûr hyper impacté aussi parce qu'il faut que les gens comprennent que le changement climatique, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est aussi ici qu'il va y avoir de l'impact. Et c'est important pour certaines personnes, en tout cas, d'avoir ça en tête pour se mettre en action. En tout cas, ça aide. Et donc, on fait toute une première partie, voilà, très Jancovici en termes de constat, quoi. De dire, ok, il y a ça qui va pas, et donc ça va être terrible, quoi. Et une des solutions qu'on voit, c'est effectivement d'aller dans notamment ce que nous dit le GIEC, en fait, parce qu'on a aussi bien sûr lu quelques notes et un peu plus La Bible. voilà, là-dessus, nous dit que finalement on a 3 possibilités d'action, on a 3 chemins d'action qui se font en parallèle. Le premier, c'est la sobriété. Comment, à mon échelle individuelle ou à l'échelle d'une entreprise, j'arrive à faire avec moins finalement. Comment, deuxième levier d'action, on arrive à légiférer, donc d'un point de vue étatique, comment les États légifèrent pour orienter vers un monde bas carbone, donc potentiellement taxonomie ou autre. Et le troisième levier d'action qui est justement sur les innovations, comment on fait pour déployer des innovations qui vont permettre d'être dans un monde beaucoup plus bas carbone. Et ces innovations, ce qui est dingue, c'est que la plupart existent déjà. Donc c'est vraiment ça qui est absolument dingue. Et nous on se dit, ok, très bien, sur quoi j'ai la main? Parce qu'en fait, le fait de dire, ok, j'agis, souvent on veut agir, mais si on agit sur quelque chose sur lequel on n'a pas la main, on peut essayer, on se perd, c'est très compliqué. Et donc nous on se dit, sur quoi on a effectivement la main pour agir. Donc la sobriété au niveau de notre échelle individuelle, ok, j'ai la main, mais ça a un impact qui est mesuré, mais il faut le faire, c'est important, mais ça ne va pas suffire si on veut répondre à cette problématique à l'échelle mondiale. La législation, on a notre bulletin de vote, mais pareil, c'est un parmi des millions, des milliards. Et donc là, c'est compliqué aussi. Et donc là où finalement on peut agir, c'est sur le fait d'aller sortir des innovations des labos et de les déployer. Et donc c'est pour ça qu'on s'oriente vraiment là-dessus. Et donc là, après cette première conférence réussie, le Covid. Exactement. Donc cette conférence, alors ce qui est marrant, c'est qu'on le teste directement. Nous, on se dit, ok, fin de la conférence, il y a une landing page, et puis les gens peuvent aller dessus pour devenir associés. Et donc là, on a les premiers associés de Team for the Planet qui commencent à arriver lors de cette soirée. Et nous on est assez surpris, notamment le premier soir. Enfin, on a une personne qui met 5 000 euros et qui n'est pas un proche. On pourrait se dire, c'est le papa d'un tel ou l'oncle. Non, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment de manière proche. Et on se dit, waouh. Et là, à ce moment-là, on a une idée d'innovation ou deux dans lequel on va investir, et c'est tout. Et on se dit, si déjà le modèle qu'on propose embarque, et sur les 200 personnes qu'il y avait dans la salle, je pense qu'il y en a 150 qui deviennent associés quand même. Donc on se dit, on a un taux de conversion là qui est assez important. Alors bien sûr, c'est du réseau un peu plus proche quand tu lances, et donc faut relativiser, mais quand même il y a la différence entre, ok, ton idée elle est cool et je sors ma CB et je mets de l'argent dedans. Et donc c'est vraiment ça qu'on va tester, c'était de se dire, est-ce que les personnes sont ok sur le fait d'investir sans retour financier pour de l'impact. Et donc là, c'était vraiment notre premier test grandeur nature. Et on voit que oui, en fait. On voit que oui. Et là, finalement, on se dit, ok, go, ça fonctionne, c'est génial. Nous, on a nos petits compteurs qui grossissent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, on était structuré en SAS. Et en SAS, moi qui ai fait quand même quasiment 10 ans dans la création d'entreprise, je ne savais pas, parce que ça ne m'était jamais arrivé, qu'on est limité à 150 actionnaires. Ah oui. Et on nous le dit ça à la fin de la conférence, je sais plus qui est assez spécialisé sur le sujet. Vous savez qu'on est limité à 150 actionnaires, tout ça, on fait machin. Et donc en fait, on a eu un vrai sujet de vite se transformer, donc de faire une transformation de la société pour pas effectivement dépasser ce seuil-là. Donc en cours de route, donc on fait ça début 2020 très rapidement. Énorme.
Et donc là, effectivement, Covid, donc, qui bon, comme pour beaucoup d'entrepreneurs déjà actifs ou de sociétés qui se montaient, bon, ça a un petit peu perturbé la course de l'entrepreneuriat. Tout à fait, ouais. Donc fort en fait de ce premier succès qu'on a eu à Lyon, on se dit bah parfait, on va répéter ça dans toutes les grandes villes en France. Et donc on se cale un planning pour aller dans toutes les grandes villes en France, faire des conférences de lancement de Team for the Planet. Et là, effectivement, donc le Covid qui arrive en mars 2020, et on se dit bon, ok, tout ça, on oublie, Ouais. on oublie, on va faire autrement. Et comme tout le monde, bah, on passe effectivement en digital, et on commence à faire des conférences en ligne tous les lundis soirs. Je me souviens, on faisait une conférence sur Team for the Planet. La première semaine, on a une centaine de personnes, et puis après 200, puis 300, on est monté jusqu'à 400-500 personnes, ce qui est assez énorme en vrai, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le fait d'être en live en même temps sur un événement, aujourd'hui des personnes qui sont suivies par des milliers, voire des millions de personnes quand elles font un live, c'est à peu près cette audience-là, quoi. Ah ouais. En direct, vraiment, enfin, c'est très compliqué d'avoir des dizaines de milliers de personnes en live. Et vous, c'est arrivé très rapidement, quoi. Et nous, c'est arrivé hyper rapidement. Et donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait, effectivement, que tout le monde s'approprie la visioconférence parce que ça devient une norme pendant le Covid. Il y a le fait que le Covid est un déclencheur de prise de conscience collective sur... Il peut arriver des choses très significatives qui vont stopper au niveau mondial le fonctionnement tel qu'on le connaît aujourd'hui de la vie, de l'économie ou autre. Les photos pendant le Covid, après des mois d'arrêt de l'économie, entre guillemets, où on voyait la pollution complètement disparaître. Ça a été effectivement un accélérateur de prise de conscience, comme tu dis. Exactement, ouais. Et donc en fait, on a ce double contexte de dire on passe en digital et donc ça nous permet d'atteindre beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement avec zéro frais, parce qu'en plus on se lance, on a vraiment, on a vraiment zéro en budget pour tout, tu vois. Et ça nous permet un décollement petit à petit sur les réseaux sociaux notamment, et qui restera finalement, et qui reste jusqu'à aujourd'hui, en tout cas une voie de notoriété et de développement qui est significative. Et effectivement, ça a été un déclencheur de prise de conscience, mais aussi du problème, mais aussi de prise de conscience de la tâche qui restait à faire. On en parlait juste avant de lancer le podcast, mais ça a été un des arguments de Jean Covici qui disait, vous voyez, si on veut respecter les accords de Paris, ce qui s'est passé pendant l'année du Covid en 2020 avec les confinements successifs, ça nous a permis de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre. Bon, il faudrait qu'on fasse ça tous les ans, en plus. Et là, tout le monde s'est dit, ah oui, d'accord, c'est compliqué quand même. Exactement. Il y a du boulot. Mais ça montre en grandeur nature, effectivement, les efforts à faire, quoi. Et donc, pareil, donc là, il y a des prises de conscience, je pense, qui sont un peu générales sur l'ampleur du problème qu'on doit adresser, et sur lequel il faut qu'on apporte une solution pour limiter la casse, quoi. Et aujourd'hui, donc, j'ai une petite idée de la réponse, mais quel constat tu fais du monde d'aujourd'hui et de la trajectoire sur laquelle on est, en positif ou en négatif, mais voilà, vers où ça nous mène? Alors, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a de plus en plus effectivement de gens qui sont engagés dans cette transition, que ce soit des individus, des entreprises. Il y a de plus en plus de prise de parole là-dessus. Donc en fait, on se dit, ok, on est dans un monde qui globalement prend conscience de ce sujet-là. Le problème, c'est entre la prise de conscience et le passage à l'action, où malheureusement on a un gros décalage de timing, quoi. On va pas du tout assez vite par rapport à ce qu'il faudrait, et clairement voilà, si le moins 5% par an, on n'y est pas du tout. On est tous les ans en train de refaire des constats comme quoi on continue bien sûr d'avoir une augmentation de notre température. Alors il y a bien sûr une inertie passée qui fait que ça continue, et que les efforts qu'on fait aujourd'hui pourront se voir que demain, mais se voir finalement dans un amoindrissement de l'augmentation. Et donc c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'en fait chacun dans son quotidien se dit ok, moi je fais ma petite part, mais je vois pas l'impact, quoi. Et à côté de ça, on a aussi du climato-scepticisme qui reste présent et qui diminue pas tant que ça quand on regarde vraiment les sondages. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, malheureusement, on va sur une société qui est en train de se polariser sur ce sujet-là, et qui fait qu'on ne fait pas société au sens large, on ne fait pas
société au niveau mondial pour oui. se dire ok, ce problème il concerne tout le monde et on va tous l'adresser et on a intérêt à avancer tous ensemble sur ce sujet-là. Et vu que c'est extrêmement difficile, les efforts potentiellement qui peuvent être demandés à chacun, les changements dans son comportement, dans sa manière de consommer, dans sa manière de voir de structurer un modèle économique pour une entreprise. Il y a notamment des super conférences sur tous les modèles régénératifs qui sont hyper intéressants à aller voir sur le web pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, pour se dire ok, en tant qu'entreprise, comment je fais pour être dans un monde et dans un modèle économique qui est plus vertueux. Et bien en fait, ça vient finalement créer une tension sur ce sujet-là. Qui ne devrait pas avoir lieu parce qu'en fait il y a un consensus scientifique qui est là. Alors bien sûr il y a toujours quelques huluberlus qui vont nous dire qu'ils ont que des milliers de scientifiques qui bossent sur ce sujet, ils ont tous tort et que c'est un complot, mais voilà, on va rester quand même sur le fait que les scientifiques normalement quand ils annoncent des prévisions, c'est plutôt juste. Et d'ailleurs quand on voit le rapport le rapport de Rome en 72 qui est quand même l'un des premiers rapports qui prend conscience des sujets, notamment notre planète finie et de l'impact de la consommation qu'on veut infinie de ressources dans notre planète finie, on voit que sur les 30 dernières années ils ne se sont pas plantés sur les prévisions, quoi. Et c'est ça qui est dingue. C'est juste que nous on a mis 50 ans à le comprendre, quoi. Exactement. Et la prise de conscience elle est importante, mais malheureusement elle va pas assez vite, et au-delà de la prise de conscience c'est la mise en action, quoi. C'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, dans mon entreprise, pour justement minimiser mes émissions, quoi. C'est vrai que la formule qui reprend le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est pas viable, ça traduit vraiment ce que tu viens de dire. Après, donc vous êtes un peu les optimistes de la bande. Et même si vous êtes lucide, bien évidemment, vous traduisez ça en action et en urgence pour venir essayer de réinventer le système, réinventer un modèle qui soit viable et qui nous permette d'aller au-delà de ces problèmes, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs, d'autres entrepreneurs, d'autres initiatives qui t'inspirent, dans lesquelles tu te reconnais aussi ? Oui, alors il y a pas mal d'acteurs qu'on voit alors sur ce sujet-là ou même sur des sujets un peu annexes, connexes, mais on voit que clairement on peut changer les choses. Enfin, moi je vois la réussite par exemple de Too Good To Go qui est extraordinaire. Enfin, c'est une boîte qui est initialement française, justement qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui va à l'international pour développer son modèle à l'international, et la réussite de ça c'est extraordinaire. Et donc en fait remarqué par Tim Cook en personne. Oui, exact. et donc c'est des modèles où je me dis que oui, l'entreprise peut répondre à un besoin effectivement sociétal au sens large, en étant viable économiquement et contribuer à une mission de société. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, au moment où les premières entreprises se créent, elles se créent pour répondre à un besoin qui est un besoin commun pour la société. Quand les banques se montent, initialement, il y a un enjeu de se dire ok, comment on fait finalement pour prêter, mais pas pour s'enrichir. Enfin, la notion d'enrichissement de l'actionnariat, ça fait quelques dizaines, enfin c'est plusieurs dizaines d'années, mais vraiment, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'entreprise, au départ, quand on monte une société, c'est un groupe de personnes qui se montent pour répondre à une problématique commune. Oui, on parle beaucoup aujourd'hui d'entreprise à mission ou d'entrepreneuriat social. En fait, ce que tu dis, c'est qu'à la base, c'était la mission de l'entreprise. Toute entreprise, toute société au départ se monte pour effectivement pour le bien commun, pour le bien commun et pour une la société. Exactement. Ouais. Et bien sûr qu'il faut une pérennité économique, bien sûr qu'il y a un enjeu au départ de se dire que on doit avoir un système qui fonctionne économiquement et donc qui permet une pérennité de cette société. Mais on a inversé en fait, notamment, et c'est de plus en plus le cas malheureusement, et j'espère qu'on est en train de faire un retour en arrière là-dessus,
mais la réponse aux besoins que doit apporter une société versus la réponse à une rentabilité financière. Et donc en fait, qu'est-ce que je priorise dans ma société? Est-ce que c'est un retour en ROI pour mes actionnaires ou est-ce que c'est une réponse à un besoin qui est émis par une société? Donc tant qu'on est dans l'action, on garde espoir. Exactement. Bon, écoute, c'est parfait. On va rester sur ce mot, le mot de la fin parfait. Je te remercie beaucoup, Laurent. Merci pour ton temps et pour cet entretien avec toi. J'ai beaucoup apprécié. Et bon courage à toute l'équipe de team. Merci à toi, Guillaume. À très bientôt. À bientôt. Merci, ciao.